Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de l'émission Parole à l'élu, élection 2014. Tous les candidats pour la circonscription de Papineau sont venus en studio afin de discuter de sujets divers passant de la santé à l'éducation, le transport en commun et la Charte des valeurs. Pour l'émission de ce soir, les entrevues sont d'une durée de 9 minutes et vous aurez la chance d'entendre le candidat du Parti québécois, M. Jean-François Primeau, de Québec solidaire, M. Marc Sarrazin, et d'Option nationale, M. Jonathan Beauchamp. On débute l'émission avec M. Jean-François Primeau qui est venu nous parler de santé, d'éducation, mais surtout de Charte des valeurs. On peut écouter l'entrevue. Je vais être avec M. Jean-François Primeau, candidat pour le Parti québécois pour la circonscription de Papineau. M. Primeau, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ceux qui sont maintenant en âge de voter, qui n'étaient pas à la dernière élection, parlez-moi un petit peu. Bon, moi, je suis un militant syndical depuis une trentaine d'années et je suis aussi militant au sein du Parti québécois depuis plus de 30 ans. Et je suis installé dans la région depuis 8 ans. Et je me présente pour la deuxième fois pour représenter le Parti québécois, pour amener le programme du Parti québécois, présenté aux électeurs de Papineau. Qu'est-ce que vous pensez du programme du Parti québécois? Qu'est-ce que vous pensez que ça serait très bon pour Papineau? Pourquoi le programme du Parti québécois est pour Papineau? Bien, entre autres, si on commence juste en parlant de le programme qui est axé vers les régions. Donc, à ce moment-là, l'Outaouais a souvent été oublié par le passé, par les gouvernements passés. Donc, de travailler pour améliorer la situation dans l'Outaouais, en santé, en éducation, c'est un des points de ma campagne, de travailler à ce que la région, le comté de Papineau, reçoive sa juste part en éducation et en santé, les mêmes montants investis par le gouvernement que dans les autres régions du Québec. Vous m'amenez sur un point, la santé. L'urgence de Saint-André-Avelin agit présentement à titre d'urgence sans avoir le titre proprement dit. De quelle manière vous pensez qu'il serait possible de corriger le tir si vous êtes élu? Bien, écoutez, une des choses qu'il faut que soit faite, c'est qu'il faut bonifier l'offre de service, d'avoir plus d'heures, puis l'offre de service. Mais il y a par contre une situation qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas nouveau, la situation du CLSC de Saint-André. Et puis, parce qu'on est en campagne électorale, le candidat libéral sort des promesses, puis des promesses recyclées en plus de 2012, puis qui n'avaient pas validé pour savoir s'il y avait de l'argent dans la caisse. Mais si on regarde juste dans les 20 dernières années, c'était un député du Parti libéral qui était député ici dans Papineau, puis il n'y a rien qui a été fait. Moi, je me propose, comme député de Papineau, de travailler à régler la situation et de d'abord consulter les gens du CLSC pour voir c'est quoi les besoins exacts et de travailler pour améliorer la situation. Le transfert des lits de l'hôpital de Papineau vers le CHSLD, c'est un dossier qui traîne quand même, qui est sur les tablettes depuis un bout de temps. Comment on règle tout? Encore le même député qui nous dit tout d'un coup, là, il nous dit qu'il est prêt à faire plein de choses pour Papineau, mais ça fait 1 an et demi qu'il est là et il ne l'a pas fait. Et puis la situation, ça fait partie du programme qu'il faut transférer justement les gens des centres hospitaliers vers des centres des CHSLD pour justement libérer des places dans les hôpitaux. C'est un engagement qu'on a pris de travailler à améliorer les services et comme député, je vais travailler fort pour que ça se fasse. Les médecins de famille de nombreuses personnes en ont pas, sont orphelins de médecins, si on peut dire ça. Faculté de médecine à l'UQO, est-ce que vous pensez que ça pourrait régler le problème dans la région? Écoutez, ça, on peut regarder, c'est plus à long terme, parce que si on commence à former un médecin demain matin, bien, ça prend quand même plusieurs années. Mais il y a quand même que c'est prouvé que les médecins lorsqu'ils étudient, qui s'installent dans les régions où ils ont étudié. Donc, c'est très favorable. Le Parti québécois a même fait l'engagement, a pris l'engagement cette semaine sur la faculté de médecine. Et depuis 1 an et demi que le Parti québécois est au pouvoir, il y a plus de 30 médecins qui sont nouveaux dans la région. Donc, il faut continuer à travailler un peu sur deux. Vous savez, on est capable de travailler sur 2 fronts en même temps, là, de travailler sur la faculté de médecine et de continuer à recruter des médecins pour que la région reçoivent des médecins. Et aussi, quand on parle de médecins de famille, il y a aussi le fait que si les gens participaient dans les groupes de médecine familiale, à ce moment-là, les gens, sans avoir un médecin nécessairement attitré, mais en étant clients au groupe de médecine familiale, à ce moment-là, lorsqu'ils se présentent, il y a un médecin qui peut les rencontrer. Donc, c'est comme un groupe de médecins qui travaillent ensemble. Donc, lorsque la personne se présente, il y a un des médecins et le dossier est là. Donc, il y a un suivi du dossier. Ça serait quelque chose pour vous de faire une création de bien, les groupes de médecine familiaux, ce n'est pas nouveau, là, c'est déjà en place.
Donc, il faut, dans le programme du Parti québécois, c'est de créer d'autres groupes de médecine familiale pour justement, bonifier l'offre de services aux gens. On change complètement de sujet. Oui. Un dossier qui a fait couler beaucoup, mais beaucoup d'encre, la Charte des valeurs. La Charte des valeurs, oui. La Ville de Gatineau ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, mais expliquez-moi pourquoi cette charte est si importante. Écoutez, c'est important parce qu'on a décidé d'établir la neutralité de l'État pour les travailleurs et les travailleuses de l'État. Donc, la neutralité religieuse, on parle. Donc, à ce moment-là, une personne qui va pour recevoir un service auprès d'une institution du gouvernement puisse le recevoir par une personne qui n'affiche aucun signe de religion ou quoi que ce soit, aucun signe religieux, effectivement. Donc, et en plus, ça sous-tend aussi l'égalité homme-femme. Donc, ça, c'était un débat qu'on a fait, la société québécoise, depuis des années, puis on ne veut pas la refaire dans le futur. Donc, c'est important que les gens puissent recevoir et d'être à l'aise avec la personne qui nous donne le service. Des fois, ça peut créer un malaise, donc c'est pour ça qu'on veut que ça soit de façon neutre. Vous y croyez? J'y crois, oui. Dans Papineau, on n'a pas vraiment beaucoup de gens qui affichent leur signe religieux. Ouais. Il n'y a pas de secte proprement dit. C'est le temps de mettre les balises. Parce qu'on parle souvent avec les gens comme dans l'enseignement ou quoi que ce soit, les gens nous disent « Oui, mais vous savez, des fois, bon, certaines décisions, on est obligé de prendre une décision puis on ne sait jamais, il n'y a pas de balises claires. » La Charte va apporter des balises claires. On va régler une fois pour toutes de dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Point final. Parfait. Les organismes communautaires dans Papineau, c'est seulement qu'à Bottignan, je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 50 organismes communautaires. Ouais. Plusieurs organismes croulent sous la paperasse. Leur vient le temps de remplir les demandes de subventions. Ouais. Comment qu'on règle le tout pour leur donner un petit coup de main? Oui. Il faut avoir une vision au gouvernement, justement, de réduire la paperasse pour que les organismes qui, dans le fond, leur spécialité, c'est de rendre des services à la population et non de remplir des formulaires. Mais il y a par contre, dans un autre sens, qu'il faut faire attention. On a vu avec ce qui s'est passé dans l'actualité, avec les fraudes qu'il y a eu dans le passé, etc., à la commission Charbonneau, entre autres, tout ça. Donc, ça veut dire que l'État se doit quand même de vérifier est-ce que les sommes sont quand même bien utilisées. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un minimum de paperasse. Mais il faut voir, là, il y a moyen de doser un peu, là, puis comme gouvernement, de dire, là, écoutez, là, il faut qu'on regarde et puis de réduire la paperasse parce qu'effectivement, je sais que les organismes communautaires perdent un temps énorme à remplir les formulaires, puis c'est des bénévoles, là, donc c'est du travail qui pourrait être fait là, dans la communauté. Si je comprends bien, pour vous, il faut aller voir plus haut pour ensuite aider plus bas les organismes communautaires à la paperasse. Il faut aller voir, c'est ça. Il faut que les directives qui viennent soient justement d'alléger les formulaires, okay, d'alléger les choses. Et souvent, il y a plusieurs choses gouvernementales qu'un coup que l'organisme est reconnu par le gouvernement, bien, on n'a pas à commencer à tout expliquer à chaque fois qu'on remplit une nouvelle demande. Je pense qu'il y a des possibilités de réduire ça. Environ 30 secondes. Vous avez fait du porte-à-porte. La plus grande préoccupation des gens, c'est laquelle? La plus grande préoccupation, c'est excusez, c'est vraiment la santé et l'éducation dans la région. Le taux de décrochage scolaire, ça a été parlé, mais aussi la santé, ça revient. Les gens veulent avoir plus de services. Il faut leur offrir, avoir une plus grande offre de services. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Papineau? Qu'est-ce que Jean-François Primeau peut faire pour aider? Qu'est-ce qu'il souhaite pour Papineau? Un député présent dans la région. Un député présent, puis qui prend les préoccupations des gens, puis qui amène ça à Québec, puis qui fait partie de l'équipe du gouvernement en place. Ça va aider les gens de Papineau. Vous allez investir à 100 si vous êtes élu? À 110 même. À 110 Oui. Dernier petit mot, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui ne seraient peut-être pas encore décidés? Moi, je leur dis, écoutez, c'est le temps d'avoir un gouvernement. Le gouvernement du Parti québécois a un bon bilan à présenter. Et puis, ça a toujours été renommé comme un bon gouvernement. Bien, moi, je veux faire partie de ce gouvernement-là pour aider justement les gens de Papineau. Parfait. M. Primeau, merci beaucoup. Le second candidat que j'ai reçu en entrevue, M. Marc Sarrazin, figure bien connu dans le milieu communautaire. Il est candidat pour Québec solidaire. On peut écouter l'entrevue. On est présentement avec le candidat de Québec solidaire, M. Marc Sarrazin. M. Sarrazin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous demanderais de vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, les jeunes qui sont maintenant en âge de voter. Qui est M. Sarrazin?
Eh bien, Marc Sarrazin, d'abord, c'est un résident de Papineau, même natif de Papineau, et c'est aussi une personne qui a travaillé pendant 30 ans ici, au C3S de Papineau, à titre d'organisateur communautaire, donc avec les gens du milieu, avec les organismes communautaires du milieu, pour répondre à des besoins importants et très souvent urgents. Et maintenant, candidat pour Québec solidaire, ça fait longtemps que vous militez pour le parti? Ça fait environ 5 ans que je participe aux instances du parti. Puis c'est ce qui m'a attiré dans ce parti-là, un parti d'idées avec des solutions applicables, pragmatiques. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec la santé. L'urgence de Saint-André-Avelin agit à titre d'urgence sans toutefois avoir le titre officiel, si je peux dire. On corrige le tir de quelle façon? Écoutez, je pense que d'abord, d'avoir coupé les heures à Saint-André-Avelin, c'était une grave erreur. Moi, je ne comprends pas que les partis québécois et les partis libéraux aient laissé faire ça. Mais là, on tente de se reprendre en voulant réouvrir les heures. Ça, c'est essentiel, puis entièrement d'accord avec ça. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est que ça prend également, au moins sur chaque territoire, un CLSC qui va être ouvert 24 heures et 7 jours semaine. Et pour ça, Québec solidaire a 132 millions pour l'Outaouais, et dont 80 en ajout de personnel. C'est bien beau ouvrir les heures, mais il faut faire de l'ajout de personnel. Ils sont déjà surchargés, ces gens-là. Il faut vraiment les respecter dans leur travail. Parfait. On reste en santé, par exemple, mais je veux vous entendre sur le transfert de lits de l'hôpital vers le CHSLD. C'est un dossier qui est sur les tablettes depuis de nombreuses années. Oui. Vous en pensez quoi? Oui, écoute, ça, c'est un dossier, oui, qui, à mon avis, a trop tardé. On est entièrement d'accord avec ça. Il faut libérer des lits de l'hôpital, effectivement, pour des gens vraiment qui sont hospitalisés. Et ça aussi, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Et là-dessus, Québec solidaire a aussi des solutions. Quand on parle d'ouvrir 24/7, il faut libérer des personnes, il faut libérer des lits. Et c'est une façon. Il faut éviter que les gens aient besoin de se rendre à l'urgence. Quand on a une grippe, on n'a pas besoin d'aller à l'urgence. Ça devrait être traité dans un CLSC 24/7. Mais maintenant, on ne peut pas le faire. Et en plus, on libère des médecins. Il y a 28 000 personnes dans l'Outaouais qui n'ont pas de médecin encore. Inconcevable. Donc, si je comprends bien, tout ce qui a rapport avec la santé part des CLSC. En ouvrant les CLSC 24/7, on injecte aussi, je ne me trompe pas, c'est 132 millions. Exactement. La solution pour Québec solidaire, c'est les CLSC. Nous, on veut pas, on dit investissons dans les CLSC pour éviter d'aller dans les soins les plus coûteux. Et Québec solidaire a une autre solution aussi parce que les coûts de santé vont toujours être là. Il faut développer ce que Amir Kadir appelle Pharma Québec, un organisme qui va faire l'achat des médicaments et la distribution. Actuellement, c'est les grandes entreprises qui profitent de tout ça. Et ça, c'est un projet très concret qui nous permettrait d'épargner 1,5 milliard par année. L'Ontario le fait. Juste l'autre bord, ils l'ont fait. Pourquoi que nous, on ne le ferait pas? Et ça, Québec solidaire est prêt à le faire maintenant. Je vous amène sur un tout autre point. Vous provenez des milieux des organismes communautaires. Oui. Souvent, les organismes communautaires peuvent crouler sous la paperasse des demandes de subventions. Comment qu'on allège leurs tâches? Eh mon Dieu, quelle bonne question. Ça, j'ai tellement vu ça souvent. Pour 10 000 on demande ça des papiers de paperasse. Les grandes entreprises peuvent obtenir des millions sur un plan d'affaires de 2 pages ou même un coup de fil. Quelle injustice. Les organismes communautaires, ça aide du monde à la base. Pourquoi exiger autant de paperasse? Eux autres, ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils sont formés, c'est travailler avec le monde sur le terrain. Ça se revise sur un 10 sous, un organisme communautaire, pour répondre à un nouveau besoin. C'est pour ça, d'ailleurs, que Québec solidaire a 362 millions pour l'ensemble du Québec pour les organismes communautaires. C'est vraiment des organismes qui méritent d'être encouragés et enfin reconnus. Les organismes, je vais juste terminer en mentionnant que des organismes communautaires, c'est de l'emploi aussi. Hein? C'est de l'emploi local, là, ici. Donc, les millions que Québec solidaire voudrait injecter, ça serait de quelle manière ils aideraient les organismes communautaires? Est-ce que c'est en engageant plus de personnel? Est-ce que c'est en les aidant côté locaux? De quelle manière ces millions-là seraient répartis? Entre autres, les organismes communautaires, c'est quasiment
sont quasiment tous alloyés. Ça, c'est de l'argent. Les organismes communautaires de la région ici, là, ils ont tous payé une maison ou un local depuis le temps qu'ils existent, quand je les connais, tous. Et il faudrait qu'ils aient la possibilité d'acheter, soit sur une base individuelle ou collectivement. Ça, déjà, à un moment donné, ça se paye. C'est comme un peu une hypothèque de maison, si je peux dire. Premier élément. Deuxième élément, il faut rehausser, reconnaître les organismes communautaires, les employés qui travaillent là. Un salaire trop bas. Il faut rehausser ça. Et en plus, bien entendu, il faut réinvestir de l'argent neuf pour embauche, plus d'embauche. Ça, c'est le meilleur argent qu'on peut pas investir. Terrain, proche du monde, répond, besoin, solution rapide. Excellent. Je vous amène sur un tout autre terrain, côté environnemental. Québec solidaire est quand même reconnu dans la plateforme pour avoir l'environnement un gros poids, si je peux dire. Comment ça se traduit pour le comté de Papineau, l'environnement? L'environnement, c'est, à mon avis, en tout cas, Québec solidaire, c'est le parti qui parle le plus de l'environnement. Québec solidaire a une vision à long terme. Papineau, là, simplement, on a besoin de terrain pour la construction, entre autres de logements sociaux. L'autre côté du pont, il y a une usine qui est à vendre. Une ancienne usine, le propriétaire est encore Rhodia. À ce qu'on me dit, c'est pollué, produits chimiques. Ce qui va arriver, ça va être vendu, ça. On va rester avec un terrain pollué. C'est monsieur, madame, tout le monde qui va payer pour ça. Nos taxes. Québec solidaire, ce qui dit, non. Partira pas de là sans dépolluer ce terrain-là. Puis lorsqu'il sera dépollué, là, on pourra l'utiliser à bon escient. Logement, entre autres, dont on a tant de besoins ici. Mais ça, Québec solidaire là-dessus est solide. Fini. Fini de laisser les multinationales polluer notre environnement. Ils font des profits. Avec ces profits-là, ils vont payer pour dépolluer. Autre élément sur l'environnement, on est propriétaire, c'est-à-dire on pourrait être propriétaire d'un beau plan d'eau ici, là. Il y a des barrages, il y a un beau plan d'eau et des terrains aux côtés. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à une entreprise qui s'appelle Brookfield, qui fait ce qu'il veut avec ça. À nous, l'eau, à nous, notre terrain. Québec solidaire, quand on parle d'un Québec libre, c'est la souveraineté, mais c'est aussi ça, s'approprier nos choses, nos propres choses. Environ un 30 secondes. Qu'est-ce qui s'en vient pour M. Marc Sarrazin? Eh bien, moi, j'aime bien la campagne jusqu'à maintenant. J'entends des belles choses sur le terrain. Les gens disent on est tanné, des vieux partis. Québec solidaire, on voit qu'il y a des idées nouvelles, des solutions nouvelles. Moi, j'ai dit au début de la campagne que je mêlerais les cartes. Et je pense que je suis en train de le faire. Québec solidaire a un sondage, on a vu ça dans les journaux hier, a monté de 33 % en fait. Et pratiquement doublé dans la région de Québec. Donc, on est sur une lancée. Les gens commencent à voir que Québec solidaire, c'est un parti d'idées, un parti d'action, un parti de solutions. En une phrase, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne seraient pas encore décidés? Vous voulez un Québec juste, vous voulez un Québec libre, vous voulez un Québec vert, votez pour Québec solidaire, votez pour moi, on va trouver des solutions. Parfait, merci beaucoup, M. Sarrazin. Le troisième candidat que j'ai reçu en entrevue pour l'émission de ce soir en est à sa deuxième campagne électorale sous les couleurs d'Option nationale, M. Jonathan Beauchamp. On peut écouter l'entrevue. On est maintenant avec M. Jonathan Beauchamp d'Option nationale. M. Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec vous, dans le fond, ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-moi un peu de vous. Donc, Jonathan Beauchamp, je suis natif de la Petite Nation. J'ai grandi à Saint-André-Avelin et puis maintenant j'habite à Ripon. J'étudie en sciences politiques, je me dirige vers la maîtrise en développement régional. Et puis, premièrement, je suis agent de développement jeunesse pour la Table Jeunesse Papineau, qui est un organisme communautaire, citoyen impliqué, qui croit beaucoup en la participation citoyenne. Donc, c'est un peu ça, Jonathan Beauchamp. Ouais. Vous militez avec Option nationale depuis combien de temps? Depuis la fondation. Donc, j'ai aussi milité pour le PQ jadis. J'ai quitté le PQ en 2011, en même temps que la vague de démission, lorsque Jean-Martin Hossan a quitté, Pierre Curze a quitté, Lisette Lapointe et compagnie. Ça m'a un peu remis en question. Et puis, par la suite, j'ai suivi Jean-Martin Hossan, j'ai suivi ses idées. Il a fait la tournée des cégeps, des universités. Je suis allé le voir, je suis allé le rencontrer.
lorsque j'ai créé le parti, j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure et c'est depuis ce temps-là que je milite pour Option nationale. Votre deuxième campagne électorale. Deuxième campagne électorale, effectivement. Excellent. On va rentrer dans le vif du sujet, en santé. L'urgence de Saint-André-Avelin opère comme une urgence sans avoir le titre officiel, dans le fond. Comment on règle la situation, selon vous? C'est sûr, à Option nationale, on n'a pas la formule magique, parce que s'il existerait une formule magique, on l'appliquerait déjà. Si on n'est pas contre la vertu non plus, c'est sûr que l'urgence de Saint-André doit être revue, son statut doit être revu également. Il y a beaucoup de jeunesse qui s'installent dans la petite nation. Moi, j'habite à Ripon, puis je le vois. Donc, les maisons se vendent soit des jeunes, donc des jeunes familles qui s'installent dans la petite nation. Donc, il faut vraiment revoir les heures d'ouverture, mais revoir aussi son mandat, je pense, personnellement. Et puis, nous, chez Option nationale, on propose surtout des mesures très concrètes qui visent à rendre les urgences plus, avec moins d'attentes et plus accessibles aussi aux gens. Donc, je prends l'exemple de l'informatisation du système de santé. C'est quelque chose qu'on propose qui va accélérer le service et qui va faire en sorte qu'il va y avoir aussi moins d'attentes. On propose aussi, par exemple, d'élargir le rôle des professionnels infirmiers et infirmières en santé et le rôle aussi des pharmaciens. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est que les services de première ligne vont être plus rapides. Donc, on veut élargir le rôle, on veut élargir le pouvoir des infirmiers et des infirmières pour que quand les gens, par exemple, arrivent au tri, pour que les infirmières puissent avoir le droit, par exemple, de prescrire des médicaments. Même chose avec les pharmaciens. Lorsqu'on voit qu'un enfant, par exemple, fait 3 otites par année, le pharmacien, on pense qu'il devrait être en droit de pouvoir redonner une ordonnance pharmaceutique à l'enfant, aux parents, sans nécessairement attendre 12 heures à l'urgence. Donc, c'est des petites mesures, mais qui font en sorte que le système va être beaucoup plus efficace. Un peu comme les super infirmières, on peut dire les super pharmaciens, là, exactement. dans la même veine. Exactement, mais nous, on voudrait élargir ça à tous les infirmiers et les infirmières, surtout pour les services de première ligne, parce que attendre 12 heures pour un enfant qui a une otite, quand il y en a à une fréquence régulière, c'est pas normal. C'est des petites choses comme ça qui vont faire en sorte que le système de santé va être amélioré. Parfait. On reste en santé. Transfert des lits de l'hôpital vers les CHSLD. Le dossier est sur les tablettes depuis de nombreuses années. Jonathan Bouchard, avec ça, comment? Encore une fois, par des petites mesures. Nous, chez Option nationale, on aime beaucoup ramener la question de la santé à la question de l'indépendance. Vous allez me dire en quoi c'est relié, mais je vous explique. Nous, on pense que la question de l'indépendance transcende toutes les questions de la santé, l'éducation, l'environnement. En rapatriant donc, le 50 milliards qu'on envoie à Ottawa chaque année, nous, on pense que les Québécois pourront faire des choix qui sont plus axés vers leurs valeurs et vers ce qu'ils ont besoin en fait. Donc, nous, en rapatriant cet argent-là, on peut, par exemple, l'investir en santé, l'investir en éducation. C'est plus de 50 milliards qu'on envoie à Ottawa chaque année. Donc, la santé pourra en bénéficier. Pour ce qui est des lits, évidemment, on veut plus de place dans les urgences. Les gens qui attendent dans les corridors, c'est inacceptable. On le voit beaucoup de plus en plus. Les heures aussi, si on regarde juste les hôpitaux de Buckingham, même Gatineau, l'attente est toujours de plus en plus longue. Donc, c'est sur le contexte frontalier aussi qui explique ça. Mais donc, c'est sûr qu'on n'a pas la réponse magique. Comme on dit souvent qu'on n'a pas la baguette magique. On aimerait promettre un médecin de famille à chaque Québécois au Québec, mais c'est par des petites choses, je crois qu'on va y arriver. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous travaillez dans un organisme communautaire. Il y en a beaucoup d'organismes dans le secteur. Plusieurs, par exemple, croulent sous la paperasse lorsqu'il vient le temps de demander des subventions. Vous avez les 2 pieds dans un organisme. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider? Oui, pour travailler, puisque je travaille dans un organisme communautaire, je comprends vraiment leur réalité. Et puis, les organismes communautaires, nous, on a la chance au Québec de faire la promotion des organismes communautaires. Les organismes sont très ancrés dans leur milieu. Moi, par exemple, à la table jeunesse, je suis coordonnateur de la table jeunesse à Gatineau, mais je suis également administrateur dans Papineau, donc dans la circonscription ici. Et puis, ces organismes communautaires-là sont vraiment essentiels à la vitalité des communautés. Moi, non seulement, comme je dis, je travaille, mais je suis impliqué dans des organismes communautaires qui sont les Chevaliers de Colomb, par exemple, ou les tables jeunesse, ou les Carrefours jeunesse sans poids. C'est sûr que nous, un gouvernement d'Option nationale voudrait assurer la pérennité de ces organismes-là. Sont très importants pour le développement des communautés. Et puis, que ce soit un appui financier, même un appui moral, les appuis, ça l'aide toujours. Et puis, je suis vraiment conscient de l'importance de ces organismes-là. Vous êtes un appui moral, un appui financier. Est-ce que ça serait d'injecter X montant pour réduire la paperasse ou d'augmenter les effectifs? Comment qu'on règle tout, là? Mais souvent, les organismes communautaires, moi, je pense que ça passe par l'explication de l'importance de la participation citoyenne. Si je prends un exemple très banal, moi, je suis sur l'exécutif des Chevaliers de Colomb dans mon comté. C'est un organisme qui est très vieillissant. Les jeunes, ils ne s'impliquent pas dans l'organisme. Donc, ça passe par les écoles. Donc, expliquer l'importance de la participation citoyenne, d'être un citoyen engagé dans sa communauté, que ce soit au niveau politique, comme moi, par exemple, ou même au niveau communautaire, d'être bénévole. Je pense que c'est par là que ça passe. Puis pour ce qui est de la paperasse et puis tout ça,
Des fois, c'est un mal nécessaire. Moi, je le comprends de par la table jeunesse. Des fois, je dois appliquer pour des subventions, beaucoup de paperasse, effectivement. Ce serait peut-être d'alléger ça pour permettre à ces organismes de peut-être pouvoir faire des subventions, demander des subventions sans nécessairement avoir autant de papiers à remplir, mais des fois, c'est un mal nécessaire. Ouais. On change de sujet. Le transport en commun. À Buckingham, ici, le Rapibus, le fameux célèbre Rapibus maintenant, le prolongement devrait être effectué sous peu. Plusieurs personnes sont contre. Comment on règle le problème de transport en commun pour l'Est de la ville? Nous, au gouvernement d'Option nationale, ce qu'on voudrait faire, c'est financer massivement l'électrification des transports partout au Québec, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Je pense que ça va faire en sorte qu'on va assurer en quelque sorte notre sortie du pétrole. Donc, de plus en plus, l'énergie verte, c'est une énergie qui est très à la mode et très environnementale. Donc, financement massif de l'électrification des transports collectifs et individuels, on passe par là. Mais chez nous, chez Option nationale, on appuie un projet qui s'appelle le projet Trans-Québec. Donc, j'invite les gens à aller voir sur Internet Trans-Québec. Sur Google, vous tapez ça, vous allez voir. Et ça, c'est un projet vraiment ambitieux. C'est un projet, souvent on dit qu'on n'a plus de projet de société au Québec. Ça, c'en est un projet de société qui pourrait emballer les Québécois. Le projet Trans-Québec, c'est une technologie québécoise. C'est un monorail suspendu qui relierait l'entièreté des régions du Québec. Et puis ça, c'est super intéressant. Par exemple, on pourrait relier Montréal et Gatineau. Ça prendrait environ 50 minutes. Donc, c'est un projet qui existe déjà. C'est une technologie québécoise créée par des ingénieurs québécois qui roulerait avec de l'énergie québécoise. Donc, c'est le genre de projet, nous, qu'on aime mettre de l'avant. Maintenant, pour ce qui est de Gatineau, il faut clairement desservir le côté est de Gatineau pour ce qui est de Buckingham et puis Masson. Surtout, il y a beaucoup de gens de la petite nation aussi qui travaillent en ville. Et puis, il y a déjà eu des initiatives de covoiturage, d'autobus. Malheureusement, ça tombait à l'eau. Il faut clairement desservir l'Est pour pouvoir permettre aux gens qui s'installent de plus en plus dans la petite nation ou en banlieue de pouvoir aller travailler de façon efficace, sécuritaire et à moindre coût aussi. Environ 30 secondes, la plus grande préoccupation des gens, vous avez rencontré des gens, la plus grande préoccupation, qu'est-ce qui ressort pour Papineau? Dans Papineau, lorsque je rencontre les gens, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'état de l'urgence à Saint-André-Avelin. On parle aussi, nous, on fait la campagne sur l'indépendance, donc on démontre aux gens en quoi l'indépendance, ça pourrait être pertinent pour eux. Donc, comme on dit, l'indépendance, c'est quelque chose qui transcende toutes les autres questions. On démontre qu'en rapatriant justement notre 50 milliards, on pourrait faire des choix qui seraient plus éclairés pour nous, qui iraient plus dans le sens de nos valeurs. Et c'est là-dessus qu'on va faire campagne chez Option nationale. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écouteraient, qui seraient indécis, ils ne sont pas trop certains? Vous êtes quand même jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les inciter à voter? Ouais, souvent, on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la chose politique. Je suis l'exemple, je pense, que les jeunes y croient. Les jeunes veulent s'impliquer. J'invite simplement les gens à aller voter. C'est important, c'est un devoir de citoyen. Peu importe pour qui vous votez, c'est important d'aller voter sous les jeunes. Nous, on va faire beaucoup appel aux jeunes pendant la campagne pour qu'ils se déplacent pour qu'ils aillent voter. Et puis, si vous me rencontrez le terrain, vous pouvez me poser des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Excellent, M. Beauchamp. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas l'émission du 1er avril prochain avec le candidat libéral, M. Héreka, et le candidat de la Coalition Avenir Québec, M. Langelier. Passez une très bonne soirée.